Donc on accueille Pascal Guérin de Framatome qui va nous parler d'une étape très importante dans ce qu'on développe en hydrométallurgie, hein, l'étape d'échantillonnage. Et donc il va nous montrer comment on peut utiliser les outils d'intelligence artificielle ou de deep learning plus précisément pour cette étape, ou en tout cas comment c'est utilisé chez Framatome pour cette étape fondamentale. Donc, ben voilà, on est reparti pour 30 minutes de présentation et 15 minutes de questions. Ok, merci, je vais partager mon écran. Alors, ok, vous voyez bien en plein écran? Ouais, Ouais. c'est bon pour vous? C'est tout bon, Ok. ça marche bien. Ok, donc comme dit en introduction, je vais vous présenter un sujet sur l'échantillonnage et notamment comment on utilise dans le cadre de cet échantillonnage des réseaux de neurones. Et bah, ça fait une bonne transition avec la présentation précédente parce que c'est les algos type YOLO que j'utilise pour faire ça. Donc, moi, je m'appelle Pascal Guérin, je suis ingénieur métallurgiste et caractérisation. L'IA, c'est mais pas du tout mon domaine et ça va un petit peu aussi dans le sens de ce qui vient d'être dit, hein. C'est-à-dire que j'ai aucune connaissance, je suis à peu près analphabète en Python et pourtant en téléchargeant les codes sur Internet, on arrive à faire des trucs qui marchent assez bien. Donc, je vais vous faire une petite introduction pour contextualiser un petit peu la problématique. Je vais vous présenter, mais alors peut-être un petit peu plus rapidement, l'IA que j'utilise, parce que ça a été quand même pas mal évoqué juste à maintenant. Et je vais surtout peut-être passer du temps pour bien resituer le procédé, où est-ce qu'il se met dans la chaîne, à quoi ça sert, quels sont les enjeux associés, avant de vous montrer la méthodologie qu'on a adoptée et puis de terminer par une conclusion. Alors, je vais juste me mettre en mode pointeur. Hop, voilà, ça sera un petit peu plus clair. Donc moi, je travaille à Framatome. Framatome, c'est ce qu'on appelle, enfin le cœur de métier, c'est ce qu'on appelle chaudiériste nucléaire. Donc en fait, on s'occupe de fabriquer tous les gros composants, les connecteurs, l'électronique de ce qui est dans l'îlot nucléaire des centrales électriques nucléaires. Et c'est une entreprise, voilà, on est en forte expansion en ce moment, on est environ 18 000 salariés. Et l'entreprise, elle est très structurée. Elle est subdivisée en plusieurs divisions. Et en fait, les buts, l'objet de chacune des divisions est de construire ou de fabriquer un des éléments de l'îlot nucléaire. Donc, il y a plutôt une division sur les gros composants, une qui est plutôt base installée, qui sert à assembler tout l'ensemble, une qui s'occupe du contrôle commande. Et puis, il y en a une, celle dans laquelle je travaille, qui s'occupe de fabriquer les assemblages de combustible. Donc un assemblage de combustible, ça ressemble à ça, hein. C'est un ensemble de tubes de 4 mètres de long, 1 cm de diamètre, qui sont remplis de pastilles d'oxyde d'uranium, et puis qui sont structurés par des grilles, par tout un ensemble de grilles. Donc dans cette division, il y a des gens qui s'occupent des oxydes d'uranium, il y a des gens qui s'occupent de la neutronique et du design, et puis il y a d'autres personnes qui s'occupent des composants. Donc c'est là que je travaille, je fais partie de la division des composants et je travaille notamment dans le centre de recherche des composants. Donc par composants, il faut entendre les composants métalliques qui constituent l'assemblage. Et donc ces constituants, ces composants, ils sont principalement dans un élément qui est le zirconium, en alliage de zirconium. Et donc, le centre de recherche dans lequel je travaille s'occupe des procédés de fabrication et du développement des nouveaux alliages et de la métallurgie des alliages de zirconium. Alors, pour faire ça, on a plusieurs sites qui sont répartis un petit peu partout en France. Et je vais vous repositionner un petit peu la chaîne pour vous dire à quel endroit se passe le sujet duquel on va discuter. Donc, il y a un site qui est à Jarry, à côté de Grenoble,
qui reçoit la matière première, qui est de la zircone, et qui va faire tous les procédés de raffinage, en fait, hein. C'est de la métallurgie extractive pour arriver à purifier l'élément et à obtenir le zirconium métallique, qu'on qualifie ici d'éponge, puisque à ce stade, c'est un métal qui est extrêmement poreux. Donc, par analogie, on appelle ça de l'éponge de zirconium. Ce zirconium quasiment pur, sous forme de lingots cylindriques d'un mètre de diamètre, un mètre de haut et 3 tonnes, il est fragmenté en tout un tas de grains qu'on appelle des grains d'éponge. Et là, on a une distribution sur nos grains d'éponge entre quelques millimètres de diamètre équivalent et quelques centimètres de diamètre équivalent. Donc en fait, on les fragmente pour pouvoir les envoyer au prochain site, qui est le site d'Ugine, en Savoie. Et sur ce site-là, on va élaborer les alliages. Donc tous ces grains assez divisés, on va pouvoir leur adjoindre des éléments d'addition pour faire les alliages aux propriétés et aux microstructures qui vont bien pour les sollicitations en service que vont voir les tubes et les tôles qu'on fabrique. Donc sur cette usine, on fait l'élaboration des alliages et on commence à mettre en forme les demi-produits. Donc on a des gammes de forgeage pour faire des produits plutôt plats et des ébauches de tubes. On fait aussi du filage à chaud pour nos ébauches de tubes. Ensuite, ces ébauches, elles voyagent en France pour aller à Montreuil-Juigné, à côté d'Angers, pour être réduites par laminage à froid. Puis elles vont à côté de Nantes, à Paimboeuf, pour être vraiment emmenées à dimension finale, toujours par laminage à froid. Et puis on a une autre gamme, qui est la gamme des produits plats, et les demi-produits partent d'Ugine pour aller en Normandie pour être emmenés à leur dimension et microstructure d'épaisseur. Alors, le sujet dont je vais vous parler, là, d'échantillonnage, c'est l'échantillonnage de l'éponge. Parce que j'ai commencé à vous le dire, ce lingot de 3 tonnes d'éponge, il va être divisé en tout un tas de solides divisés, en fait une poudre grossière, hein, qui va aller de voilà, quelques millimètres à quelques centimètres de diamètre équivalent. Et donc, un batch de 3 tonnes, ça va représenter des dizaines ou des centaines de milliers de grains. Et ces grains-là, ils vont être échantillonnés. On va vouloir en faire un échantillonnage représentatif pour pouvoir analyser chimiquement les lots qu'on fabrique pour derrière pouvoir faire le calcul de charge et élaborer les alliages qu'on veut élaborer. Hop. Donc l'échantillonnage, voilà, il a lieu ici. Alors, je continue. Nous, en termes d'échantillonnage, et plutôt en termes d'éléments d'addition dans les alliages qu'on va fabriquer, par rapport à d'autres métallurgies qui peuvent travailler en dixième ou en centième pour doser les éléments d'addition, nous, on est sur des alliages très peu alliés et les spécifications analytiques qu'on a pour tenir les propriétés voulues en service nous obligent à avoir des bornes qui sont vraies à plusieurs centaines ou plusieurs dizaines de ppm. Nous, l'unité qu'on utilise, c'est plutôt la ppm. Donc voilà, donc comment dire, l'analyse qu'on fait sur nos lots d'éponge est extrêmement importante pour pouvoir bien garantir les spécifications analytiques de nos alliages. Alors pour continuer à dézoomer un petit peu, ou à zoomer un petit peu plutôt, je vais vous expliquer vraiment comment se passe le procédé. Donc une fois qu'on a fragmenté ce lingot d'éponge de zirconium en plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers de grains, tout ça est mis dans une trémie de plusieurs tonnes, et c'est à ce stade, par ouverture de la trémie, qu'on réalise l'échantillonnage primaire. Donc là, l'échantillonnage primaire, globalement, c'est quelques dizaines de kilos. Ensuite, tout le reste du flux va continuer son trajet dans le système et dans le flux de la production, et il va y avoir ce qu'on appelle un tri manuel et visuel des grains. Donc un tri manuel sur des critères visuels. Et puis, une fois que ces différents lotissements ont été réalisés, ben, on va conditionner et on va lotir les différentes catégories de grains. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait un tri des grains? Eh bien, c'est que on va avoir le procédé de fabrication qui va conduire à des petites variations de composition sur les grains. On va avoir des grains majoritaires et puis d'autres familles de grains un petit peu plus minoritaires. Et nous, pour la précision analytique de nos alliages, ce qu'il va falloir faire, c'est trier les différentes catégories et les lotir pour les attribuer à différents types d'alliages et différents types de fabrication. Donc c'est ça, on va lotir pour faire différents grades de composition d'alliage. Et une fois qu'on a fait ces lots, on les conditionne en fût. Et l'échantillonnage, l'idée, c'est de le faire en avant pour bien, réduire cet échantillonnage jusqu'à une masse qui va être la masse analysable. Et puis, comme ça, c'est fait en parallèle du flux industriel, on a le temps de réduire l'échantillon, de l'analyser
Et une fois que le lot est conditionné, quasiment en même temps, eh bien, on a l'analyse chimique qui vient avec ce lot. Donc ça peut partir pour comment dire, pour le calcul de charge et pour l'usine qu'il y aura après. Par contre, et c'est ce qui vient de s'afficher ici en bleu, vous avez remarqué qu'au moment où on fait l'échantillonnage primaire, on est dans un certain état du lot de grains et que le tri n'a pas encore été réalisé par rapport aux différents lots qui sont conditionnés, qui seront analysés, où là, on a fait un tri visuel. Donc en fait, on a quelque part dégradé l'intégrité de la constitution du lot de solides divisés de l'échantillon, parce que l'échantillon, enfin le flux à ce niveau-là était dans un état, on l'a dégradé en faisant un tri, en le structurant pour faire un conditionnement. Et donc, en fait, dans la théorie de l'échantillonnage, il est dit que quand on veut faire un échantillonnage probabiliste, juste et surtout représentatif, il ne faut pas qu'il y ait de dénaturation, soit du flux d'un côté, soit de l'échantillon de l'autre. Il faut que les deux soient strictement représentatifs l'un de l'autre. Et donc, dans les cas où il y a une telle dénaturation, on peut appliquer ce qu'on appelle une étape de correction de l'échantillon. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait, du coup, on va adapter ici une étape de correction de l'échantillon, et cette étape, ça va être également un tri sur les mêmes critères visuels de cet échantillon. Et donc, c'est sur cette étape-là qu'on va utiliser, nous, un critère de, comment dire, un outil d'IA. Et donc voilà, une fois que le lot est conditionné, analysé, il peut être emmené à l'usine qui élabore les alliages et servir à faire le calcul de charge et donc les fusions de lingots. Donc maintenant, je vais juste vous présenter sur quels critères visuels on fait ce tri, puisque voilà, c'est un tri qui est fait visuellement. On pourrait se dire, bon, bah, c'est des critères qui sont franchement différents, mais c'est pas le cas. Donc, en fait, on a une catégorie de grains majoritaires qui est comme celle-ci, là. Donc on a un grain qui a un aspect gris bien métallique, et puis on a des catégories un petit peu plus minoritaires. On a une première catégorie ici que les experts du tri visuel appellent des grains jaunes. Ici, un grain qui est appelé grain bleu, qui est représentatif d'une catégorie. Et puis ici, un grain, c'est encore un critère visuel, mais ici, c'est pas de la couleur, un grain qui aurait perdu son éclat métallique. On le voit un petit peu ici. C'est ce qu'on appelle un grain terne. Donc, effectivement, il y a des nuances, mais enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que les critères sont extrêmement ténus. Hein. En fait, les opérateurs experts du tri visuel, enfin, voilà, ils passent, en tout cas, avec des critères qualité qui répondent aux bonnes proportions. Il ne sera pas exhaustif sur les différentes catégories à trier. Et donc le tri, d'un point de vue industriel, comment il est réalisé dans le flux industriel? Eh bien, on voit ici la trémie dans lequel il y a tous les solides divisés et qui, par une base vibrante, se déverse petit à petit, enfin, le flux de grains métalliques est déversé petit à petit sur un tapis convoyeur. Sur un tapis convoyeur, on voit ici, il y a une place pour l'opérateur avec une vitesse de défilement maîtrisée, une lumière maîtrisée qui va faire laisser passer le flux de grains de la catégorie majoritaire et puis qui va séparer les grains minoritaires, hein, des casiers beaucoup plus petits euh, pour, euh, pour réaliser son lotissage. Et puis, en amont, comme je vous le montrais sur le schéma précédent, eh bien, il y a l'échantillonnage qui est réalisé. Et cet échantillonnage de plusieurs dizaines de kilos, en fait, là, dans ce cas-là, le tri est réalisé sur les mêmes critères, mais il est réalisé en statique. C'est-à-dire que les différents grains sont étalés comme ceci sur une table, avec un éclairage maîtrisé encore une fois. Et puis là, ben, il y a le tri qui est réalisé. Et puis, les grains qui appartiennent aux catégories minoritaires sont justement répartis dans des dispositifs adéquats. Et donc, pour raisonner avec ce qui a été présenté tout à l'heure, et puis surtout la présentation précédente sur les CNN, bah ça, en fait, faire du tri, notamment du tri sur des critères visuels, c'est une problématique très adaptée pour ce type d'outils, de computers, enfin voilà, qui font partie de la discipline qu'on appelle la computer vision. Donc, sans refaire toutes les définitions ni tout l'historique, parce qu'on en a bien entendu parler cet après-midi, ça, c'est des disciplines qui datent, oui, on a vu alors tout à l'heure, ça dépend comment on prend
comment on prend la première expérience, mais au milieu des années 50 ou début des années 60, il y a la naissance de la discipline. Et puis, en se déplaçant assez rapidement dans le temps, on arrive au début des années 2000 où les détecteurs qui font de la détection d'objets sur des images, mais aussi de la classification de ces objets, sont ce qu'on appelle des détecteurs à deux étapes. Hein, c'est les Regional Convolutional Neural Network. Et ça, c'est très intéressant, mais en fait, ce sont des algorithmes qui sont relativement lents. Et quand on veut avoir des analyses sur une cadence industrielle, voire des analyses en temps réel sur des vidéos, c'est un petit peu trop lent en termes de réponse. Donc, il y a une rupture qui a été faite dans la discipline au début des années 2015. Donc, c'est les travaux de Joseph Friedman qui, en 2015, publie l'algorithme YOLO. Et en fait, l'algorithme YOLO, ben, c'est pour la première fois qu'on a un détecteur en une seule étape. C'est-à-dire que les réseaux de neurones convolutionnels, avant, ce qu'ils faisaient, ben, c'est qu'ils faisaient passer une première fois la matrice qui représente les pixels de l'image dans la chaîne convolutionnelle. Elle détectait des régions candidates où il y avait l'air sur les cartes d'abstraction qui étaient générées d'avoir des choses qui pouvaient être intéressantes. Et puis ensuite, toutes ces régions candidates étaient stockées en mémoire et repassées dans un autre réseau convolutionnel qui leur attribuait une probabilité d'appartenance à une classe. Et donc, du coup, le travail était fait deux fois. Alors que dans YOLO, le travail est fait en une fois. Hein. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'image mère, elle est directement divisée en une grille avec des espèces d'anchor box qui sont proposées dans chacune des cellules de la grille. Et en même temps, il y a des probabilités de classe d'appartenance à des objets qui sont proposées dans chacune de ces encres. Et puis, celles uniquement les plus probables sont conservées. Donc, pour imager un petit peu de manière très simple comment on fait pour, comment dire, pour définir, entraîner et optimiser un algorithme pour une problématique donnée, pour ce type d'algorithme, déjà, ce qu'il faut, c'est une base de données. Alors, moi, je travaille sur des grains, là, sur un flux de grains. Et donc, l'idée, ça a été de prendre en photo des grandes quantités d'images avec des grains, et puis surtout, ces grains d'être, comment dire, d'être guidés par les opérateurs experts pour pouvoir les annoter dans l'image, hein, parce que là, ce sont des images qui contiennent plusieurs objets, donc chacun ont été annotés et aussi labellisés, c'est-à-dire que les experts nous ont dit, bah, celui-là, il est de la catégorie majoritaire, celui-là, il est de telle catégorie, celui-là, il est plutôt de telle catégorie. Et ça, on a tenu à le faire vraiment avec les experts qui ont l'habitude de travailler sur ce processus-là, justement parce que bah, une base de données mal annotée peut conduire à des biais hein, sur ce qu'on va apprendre à l'algorithme. Donc, tout un tas d'images avec des annotations. Donc, les annotations, c'est les coordonnées euh, dans le repère de l'image de l'objet qu'on veut détecter, et puis la classe à laquelle il appartient. Et puis, une fois qu'on a cette base de données, ce qu'on fait, c'est on va la répartir en une partie pour l'entraînement, une partie pour le test, et puis une partie pour la validation. Et puis après, on entraîne ça. Donc, pour l'entraînement, on rentre une image sans son fichier texte associé d'annotation. Et puis on l'a fait passer dans l'algorithme, dans YOLO. Donc on a ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, on a extraction des cartes de caractéristiques de plus en plus abstraites, un extracteur multi-échelle, et puis on va avoir une proposition d'appartenance à des classes. En parallèle, l'image, elle va être découpée en grilles avec des régions proposées à chaque fois. Et puis, il va y avoir une combinaison qui va permettre de proposer les régions vraiment où il y a quelque chose et en même temps la classe d'appartenance à un objet. Et puis, une fois qu'il propose ça, en sortie, l'algorithme, il a une fonction de perte où il va comparer sa réponse à la solution qui est dans le fichier texte associé à l'image. Et donc finalement, ce qu'il va chercher à faire, eh ben, c'est minimiser l'écart donc, sur la classe prédite et puis sur la position de l'objet donc par ajustement des des différents poids de la fonction de perte. Hein. Donc ça, c'est des algorithmes de descente de gradient qui permettent de faire ça. Et puis les poids sont réajustés de couche par couche en remontant le long du réseau de convolution. C'est ce qu'on appelle une méthodologie de backpropagation. Donc ça, c'est fait pour toutes les images dans ce qu'on appelle une époque d'entraînement. Et pour bien optimiser comment dire, eh bien, les poids associés à l'algorithme,
eh bien, il va falloir faire N époques d'entraînement pour pouvoir vraiment arriver aux poids optimaux. Et donc, à partir du moment où l'algorithme il a été entraîné, testé, validé, il y a encore quelques étapes d'ajustement des hyperparamètres, hein, notamment combien d'époques d'entraînement on fait. Il y a pas mal de petits ajustements qu'on peut tourner. Et une fois qu'on a les réponses optimales, eh ben, on peut se lancer dans l'analyse d'une image inconnue sur laquelle on va prédire une position et une classe d'objets. Globalement, c'est ça la philosophie, je n'irai pas plus loin, on en a beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Mais ensuite, sur ces images, il y a quelque chose qui va être important, c'est de se dire, OK, mais si je veux développer un outil comme ça et le mettre en production, comment je fais pour évaluer la qualité d'une production? Donc, il y a tout un tas d'indicateurs qui existent et en fait, la plupart, ils sont basés sur les cas de figure qu'on peut avoir. Dans une problématique de classe, en fait, il va y avoir les classes qui existent en réalité, et puis y avoir les classes calculées par le modèle. Et là, en fait, on a quatre cas de figure. Soit la classe qui est proposée par le modèle, ben, il y a vraiment un objet qui appartient à la bonne classe. Donc là, il y en a une prédiction correcte, c'est un vrai positif. Soit on calcule quelque chose, mais il n'y a rien, donc euh, c'est un faux positif. Soit on calcule rien du tout, mais il y avait une classe et il y avait un objet, donc il fallait prévoir quelque chose, donc là, c'est un faux négatif. Et puis, des fois, il y a des vrais négatifs, c'est-à-dire qu'il y a rien à prévoir, l'algorithme n'a rien prévu, donc tout va bien. À partir de ces descriptions-là, on peut construire un outil qui permet de voir le niveau d'adéquation entre l'entraînement qu'on a fait sur l'algorithme et la problématique qui contient les classes en question. C'est ce qu'on appelle une matrice de confusion. En fait, ici, on va venir écrire les différentes classes réelles qui existent. On va construire un tableau à double entrée comme ça, avec n classes, et puis les précisions qu'on a obtenues par le modèle, hein, avec les n précisions, de 1 à n. Et on va regarder le score, ou en tout cas la quantité de vrais positifs sur chaque catégorie. On va regarder le nombre de la classe réelle 1 qui ont été réellement prédites, et puis le nombre de la classe réelle 1 qui ont finalement été prédites en classe 2 ou celles qui ont été prédites comme classe 3, etc. Et on va construire une matrice de résultats comme ça qu'on appelle la matrice de confusion. Et dans ce cas-là, plus les hautes valeurs vont être sur la diagonale de la matrice, plus l'entraînement va être, enfin, plus ça sera révélateur d'un entraînement en adéquation avec la problématique. Il y a comment dire, d'autres métriques, d'autres indicateurs qu'on peut définir. On peut définir la précision. Donc la précision, c'est en fait combien on a eu de prédictions justes parmi toutes les prédictions qui ont été effectuées. On a une autre métrique qui est le rappel, qui est là de dire combien on a fait de prédictions justes parmi tous les objets qui existaient dans la réalité. Et en fait, à partir de ça, on peut construire aussi des graphes, catégorie du problème par catégorie du problème, en regardant l'évolution de la précision, du niveau de précision, en fonction du niveau de rappel du modèle. Et on fait ce type de calcul-là à chaque seuil de détection. Parce qu'en fait, quand on travaille avec un de ces modèles-là, on va lui donner un seuil de détection. C'est-à-dire, on va lui dire, affiche-moi les résultats à partir de 20% de probabilité. Donc 0% de probabilité, 10, 20, 30, 40, 50, etc. Et effectivement, quand on travaille avec, je ne sais pas, 1% de probabilité, eh bien, on va avoir un rappel extrêmement faible parce que on aura fait beaucoup de prédictions, mais très très peu seront justes. Et donc, on va avoir, oui, pardon, une faible précision. C'est-à-dire qu'on aura fait beaucoup beaucoup de précisions, on va afficher beaucoup de prédictions, mais on en aura très peu qui seront justes. Par contre, le rappel, il sera un petit peu plus grand, parce que dans tous les justes qu'on aura, il y en aura beaucoup plus qui correspondent au nombre de justes de la réalité. Et inversement, quand on augmente le seuil de détection, si on lui dit affiche-moi uniquement les résultats de probabilité dont tu penses qu'ils sont supérieurs à 80%, eh bien là, le rappel sera plus petit. On va avoir moins de positifs par rapport au nombre total d'objets. Par contre, par rapport au calculé, on va en avoir un grand nombre. Voilà. C'est un petit peu comme ça qu'il faut lire ce type de courbe. Deux autres métriques qui sont souvent utilisées, qu'on voit souvent dans les papiers qui comparent les différents modèles, c'est la moyenne des précisions et un autre paramètre qui est la moyenne de la moyenne des précisions. Donc, quelque part, la moyenne des précisions pour chaque classe, c'est quelque chose qu'on pourrait rapprocher à l'aire sous cette courbe-là. Et puis, donc ça, ce type de graphique-là se fait par chacune des classes de problèmes. Et en fait, la moyenne des AP, en fait, c'est la moyenne des différentes aires sous la courbe qu'on a obtenues pour chacune des classes du problème.
Et globalement, ce dont je vous parlerai ici, moi, ce que j'utilise pour évaluer le niveau de performance du modèle, c'est ce type de courbe et ce type de matrice. Donc ensuite, la méthodologie. Bon, bah, premièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher le modèle sur Internet, on installe tous les environnements qui vont bien. Et avant de lancer les premiers entraînements, ce qu'il faut faire, bah, c'est de construire la base de données. Et autant installer un modèle, c'est relativement rapide, autant construire une base de données, c'est relativement long et fastidieux. Donc, ce qu'on a fait pour construire la base d'images à noter, c'est que bah, on est allé sur site, hein, on a construit un dispositif expérimental où, dans un premier temps, on voulait être ultra répétable sur les différentes images qu'on allait prendre. Un exemple d'image ici avec beaucoup de grains différents, bah, voilà ce type d'image, hein. On avait fait les choses de manière très bien organisée, hein, en positionnant tous nos grains sur une grille. Et puis, en direct, avec les personnes qui réalisaient le tri, eh bien, ils nous disaient, bah, tiens, celui-là, sur ta photo, il est de telle catégorie, celui-là, il est de telle catégorie. Donc, à partir de petits outils Python, certains qui existent, d'autres qu'on a développés, l'idée, bah, à chaque fois, c'est de venir sur l'image, encadrer le grain et lui attribuer une catégorie. On fait ça sur tous les grains d'une image, et puis ça sort un fichier texte avec les coordonnées dans le repère de l'image, et puis le modèle, il avait des réponses assez limitées en conditions industrielles, hein. C'est-à-dire que sur une grille bien espacée avec des grains de la bonne taille, ça marchait relativement bien. Par contre, dès qu'on avait des petits grains, des variations de lumière, des contacts ou des ombrages, on avait la précision du modèle qui était fortement dégradée. Donc, il a été décidé d'augmenter la taille de la base de données et puis de la complexifier de plus en plus, notamment pour prendre en compte des effets de contexte. Donc, on a pris différentes tailles, on a mis différentes résolutions, hein. Donc, on a fait varier la position de l'appareil photo, on a mis des nombres variables de grains sur les images, et puis on a mis des objets contextuels, c'est-à-dire qu'on a mis le bord du dispositif. Ou ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des catégories ensemble et mélangées. Parce qu'au début, le code, quand on lui mélangeait des catégories sur une image, il était plus capable de les retrouver. Il les retrouvait bien catégorie par catégorie, mais dès que c'était mélangé, c'était compliqué pour lui parce qu'il avait associé un effet de contexte. Il pensait que les grains de proche en proche devaient forcément tous être de la même catégorie. On a également travaillé sur la disposition, donc on a mis de plus en plus de grains sur les images, on a fait beaucoup de contacts, on est allé sur des grains qui étaient même inférieurs au millimètre pour aussi aller travailler la limite de détection de la détection d'objets sur les images. Voilà, on a dégradé la qualité d'image, on a mis des choses plus ou moins floues, on a changé les couleurs du fond. Et donc ça, c'est un gros travail hein, qu'on a mené. Là, ça fait 3 ans et demi qu'on travaille dessus, avec notamment 4 stages de fin d'études successives. Et on en est aujourd'hui à peu près 400 heures de prise d'image et au moins autant d'heures d'annotation, et puis des centaines de calculs, des centaines d'heures de calcul, et des centaines de calculs aussi pour faire notamment les apprentissages. Parce que si dans la présentation précédente, on apprenait que les entraînements étaient d'une durée de quelques heures ou quelques minutes, là, nous, on arrive avec une base de données qui est assez importante, avec plus de 35 000 entités différentes qui sont annotées. Et les entraînements, 3 ou 4 jours pour avoir 150 époques d'entraînement. Donc la première chose qu'on avait fait il y a 2 ans ou il y a 1 an et demi, on travaillait avec la version V8 et à l'époque on avait une base d'environ 15 000 grains. Là, je vous présente des résultats où on avait pris un seuil de détection de 20% parce qu'on avait regardé, on avait vu par des essais industriels que ben, à 20%, en fait, il ne faisait pas trop d'erreurs, ni sur la détection, ni sur la catégorisation. Donc là, ce que je vous montre, c'est les résultats d'un entraînement hein, sur la base de test de l'entraînement. Donc en termes de différentes catégories, on avait un très bon niveau de prédiction pour chacune des catégories, hein. Et ça, on le voit sur les courbes précision rappel, puisque en fait, ces courbes-là, précision rappel, plus elles sont tirées vers le haut et vers la droite, plus ça montre quelque part le niveau d'efficacité du modèle, hein. Avec ici, on a la décomposition par classe, et la courbe bleue, bah, c'est la courbe précision rappel moyenne de la problématique.
Donc c'est quelque chose qui fonctionnait relativement bien. Et un an et demi plus tard, on a continué à faire grossir la taille de la base de données. On travaille maintenant avec une autre version qui est la version V10 de YOLO, où ils ont notamment pas mal changé la structuration de la fonction de perte et donc de l'ajustement des poids dans la phase d'entraînement. Et là, on arrive à avoir un niveau d'adéquation entre les précisions, en tout cas entre les sorties du modèle et les labels qu'on a sur la base de test de notre base de données qui sont vraiment excellentes, hein. On arrive à des niveaux ouais, supérieurs à 97% pour toutes les catégories de grains. Alors ça, euh, c'est vrai sur image, c'est vrai quand on est sur du statique. Quand on fait certains développements en dynamique, donc par exemple sur un tapis convoyeur où on veut analyser en temps réel, on a des très beaux niveaux de détection, mais on est plutôt de l'ordre de 90%. À titre de comparaison, quand on prend les résultats du papier de, de développement, de description de YOLO V8, il nous disait qu'avec les différentes tailles de modèles, sur la base sur laquelle ils s'étaient entraînés, ils arrivaient pour un entraînement de l'ordre de la centaine d'époques à des précisions moyennes sur les différentes classes de l'ordre de 0,65, donc de 65%. Et sur le modèle qu'on a utilisé nous, qui est le modèle small, ils arrivaient à environ 60, même 57% de précision. Nous, à 100 époques d'entraînement, avec le modèle small, euh, ce qu'on a, c'est un niveau de précision sur ce critère-là, hein, sur la MAP, de 74%. Donc, ça, c'est pas parce qu'on travaille mieux, c'est juste parce que notre problématique est beaucoup plus simple finalement, puisque là, en fait, on se rend compte dans le papier qu'il travaille avec une base d'images libres, qui est une base Internet de la communauté qui contient plusieurs milliers d'objets différents et des millions de photos. C'est une base qui s'appelle la Coco Dataset. Nous, voilà, on n'a que quatre catégories à discriminer dans notre cas, donc c'est certainement pour ça qu'on arrive à avoir des niveaux de performance aussi élevés. Et donc, en termes de résultats, ce que je vous montre ici, ce sont les images annotées, qu'on a annotées à la main. C'est pas des c'est pas des résultats d'analyse du modèle. Donc ici, chacun des grains est encadré et ils font tous partie de la même catégorie, hein. C'est la catégorie majoritaire. La réponse de YOLO ici, elle est de cette qualité-là. Donc avec cette taille de grain et ces dispositions de grains, on détecte 100% des grains et on les classe bien à 100%. Sur quelque chose d'un peu plus compliqué où il y a différentes classes, hein, ça c'est aussi la notation, hein, c'est pas un résultat de calcul. En haut, à chaque fois, ça sera les annotations. Ici, donc, parmi des grains majoritaires, on a mis des grains d'autres catégories, hein, là, en orange, en bleu ou en rose. Et donc, encore une fois, le résultat de l'analyse du YOLO qu'on a entraîné sur cette problématique est parfaite en termes de détection, mais également en termes de classification. Et dans des configurations un petit peu plus complexes, donc c'est-à-dire avec des grains beaucoup plus petits, des contacts, et sur l'outil industriel. Ici, c'est la notation. Et ce qu'on arrive à obtenir, c'est ça, hein, là où les résultats qui sont en bleu sur la notation apparaissent en orange sur le résultat du calcul. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement prometteur puisqu'il y a juste une erreur là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue à optimiser. Et donc, cette optimisation, elle va passer par, encore une fois, une veille sur les prochaines versions de YOLO, sur l'ajustement des hyperparamètres, mais aussi sur l'augmentation de la taille de la base de données et, comment dire, quelque part, la réflexion sur le type d'image qu'on veut inclure dans la base de données. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut plus d'images avec du contact? Est-ce qu'on veut plus d'images avec des mélanges? Est-ce qu'on veut plus de diversité de taille? Parce qu'on se rend compte que c'est pas uniquement le nombre d'images qui va être importante pour la performance, mais aussi ce qu'elles contiennent en termes de contextualisation. Donc voilà pour ce que je voulais vous montrer en termes d'exemple d'utilisation de ce type de logiciel. Et puis à titre de conclusion, bah, effectivement, là on corrigeait l'échantillon uniquement sur des critères visuels. Eh bien, l'idée là, ça va être un petit peu une utilisation en termes de fiabilisation des pratiques. C'est-à-dire qu'on va avoir un double contrôle, un petit peu contrôle croisé homme-machine.
dans un premier temps, hein, ou ici, sur notre trémie de plusieurs tonnes, on vient faire notre échantillon primaire, on réalise son tri avant de préparer notre échantillon, et bien là, la surcouche qu'on va mettre pour fiabiliser la pratique, euh, c'est une couche de validation avec cet algorithme. Et donc ça, c'est ce qu'on fait actuellement, sachant que une fois qu'on peut faire ça dans le visible, finalement, si on faisait l'analyse avec des techniques multispectrales qui permettaient comment dire, qui permettraient de trouver la longueur d'onde appropriée pour détecter chaque type de catégorie de grains, eh bien, on pourrait aller regarder les différents grains avec des spectromètres calibrés sur les bonnes longueurs d'onde. Et là, au lieu de faire uniquement un contrôle croisé homme-machine sur le visible, on pourrait aller plus loin dans notre niveau de détection et d'augmentation de la qualité en allant voir eh bien, les différentes catégories sur des signaux invisibles. Euh, voilà ce que je voulais vous présenter. Merci. J'en ai terminé. Et Je vous remercie pour ben, votre... on a un petit peu de temps pour des questions. Alors, je sais pas, dans le chat, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Après, moi, je... Ah, si, ça y est, Hervé. Donc, dans le cas présent, l'apport de l'IA permettrait de trier des grains de taille plus petite, avec une cadence plus élevée, avec une meilleure précision que le tri manuel. Ah oui, c'est une question. Est-ce que l'IA permettrait de trier des grains de taille Oui, plus petite, avec une cadence plus élevée? alors, je comprends. Alors, pour l'instant, non. L'IA, elle n'est ni plus précise que l'œil. On a fait les tests croisés, donc elle n'est pas encore plus précise que l'humain. Et elle n'a pas la limite de détection, comment dire, elle n'a pas une limite de détection assez fine pour enlever des choses plus petites. Là, l'idée, c'est vraiment pas d'augmenter la cadence de production ou de remplacer les personnes. C'est vraiment une preuve de concept dans un premier temps pour aller vers ce que j'évoquais en perspective et aller pousser notre niveau de qualité encore plus loin sur des signaux que l'être humain ne peut pas voir actuellement. Et donc Alors, l'idée, c'est aussi de, voilà, de s'approprier ce type de méthodologie. moi, j'avais une question, parce que donc par rapport à ce que Céline a présenté tout à l'heure, donc elle parlait des différents types d'apprentissage. Donc là, je comprends que c'est un apprentissage supervisé. Je n'étais pas sûre si c'était Oui. supervisé ou par renforcement, mais enfin au moins supervisé. Et je me demandais si on pouvait obtenir le même type d'information avec un apprentissage non supervisé, donc c'est-à-dire avec sans labelliser les particules, parce que finalement, il y a quatre types de particules, il y en a pas, il y en a pas tant que ça non plus. Est-ce qu'on pourrait imaginer Mm. justement d'arriver avec des images où on n'a pas d'informations et d'utiliser l'IA pour les classer et voilà, sans ces étapes Oui. de supervision qui doivent être quand même assez... Et bien, ouais, effectivement, c'est ce qu'on avait entamé par faire. On était parti au début sur un apprentissage non supervisé. Et finalement, sur beaucoup d'images, ça avait permis de mettre en évidence d'autres catégories. Par contre, ces catégories, on les a testées, caractérisées métallurgiquement, et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas la peine de discriminer ces différentes catégories, parce qu'on était arrivé sur des catégorisations de forme, enfin, vraiment des caractérisations peut-être de sphéricité, de morphologie, sur d'autres caractéristiques d'éclat. Et en fait, quand on faisait des analyses chimiques dans le cœur du grain ou en surface, on se rendait compte qu'il n'y avait pas forcément d'écart de chimie. Donc effectivement, on avait commencé par ça, mais finalement, là, c'est un cas où c'est mieux de superviser parce qu'on sait vraiment a priori ce sur quoi on veut travailler. Et l'autre question que je me posais, c'est donc la, en termes de quantité de travail, quoi. Combien de temps ça prend pour établir cette base de données? Alors là, je comprends qu'effectivement, vous avez commencé par avoir une base de données avec un certain nombre d'images et puis ensuite vous l'avez enrichie et vous voyez que vous améliorez la précision. Donc, c'est un peu la même question qu'Acéline. C'est comment est-ce qu'on détermine la quantité d'images ou la quantité de données qu'il nous faut
pour se dire, bon, bah voilà, là on est pas mal, et que c'est complètement empirique ou... Eh ben, pour ma part, c'est complètement empirique. J'ai noté tout à l'heure la remarque de Céline qui disait qu'on pouvait peut-être se fixer un critère entre 5 et 10 fois le nombre de neurones du modèle. Moi, typiquement, le nombre de neurones du dernier modèle, là, ça doit être 3000. Donc, je suis à peu près à 30 000 entités. Je dois être dans les ordres de grandeur. Et je me rends compte que voilà, ces ordres de grandeur, ils sont pas du tout délirants parce que c'est uniquement en arrivant à ce nombre d'entités qu'on a vraiment des modèles qui commencent à ne plus avoir de déchets, quoi. Après, moi, de toute façon, ce qui fait foi, c'est vraiment l'épreuve sur site. C'est-à-dire, je compare sur un jeu donné la façon de faire d'un expert du tri sur un temps donné à mon algorithme et c'est ça en fait c'est ça qui va me guider. Et pour l'instant, je suis quand même dans une dynamique de me dire j'aimerais bien aller au moins vers les 100 000 entités, quoi. J'aimerais bien vraiment augmenter la base de données parce que au-delà du nombre, plus je fais des tests, plus je me rends compte que alors, j'ai pas détaillé les différents niveaux d'abstraction que le modèle se fait en termes de représentation de l'image à chacune de ses couches, mais on se rend compte il y a vraiment des effets de contexte, des effets de côtoiement, et que, par exemple, il va être capable de détecter une des catégories si on met un grain d'une catégorie au milieu de tous les grains d'une autre catégorie. Enfin, ça, c'est des tests qu'on a fait. Au début, il n'arrivait pas à la détecter. Et parce que dans la base de données, on mettait catégorie par catégorie. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait des images mélangées pour lui apprendre qu'il y avait un contexte et que les grains n'étaient pas obligés d'être tous de la même catégorie de proche en proche. Mais après, on s'est rendu compte qu'il ne comprenait que c'était un grain d'une autre catégorie que quand il était seul au milieu d'une matrice d'autres grains. Donc maintenant, on est obligé de se dire, ah ben non, il faut en mélanger plusieurs dans une matrice de tel grain. Et puis, il va falloir faire toutes les combinaisons, c'est-à-dire mélanger toutes les catégories dans une matrice d'autres catégories, pour qu'il ait été confronté à toutes les situations possibles. En fait, c'est pas catégorie par catégorie, on est même sur quelque chose où il faut lui apprendre tous les effets contextuels possibles et en fait, là, on en arrive un petit peu à la robustesse de la réponse parce que, en fait, une IA, finalement, elle va lui ressortir que ce qu'on lui a appris. Et donc, si on n'a pas été robuste vis-à-vis de toutes les éventualités auxquelles peut nous conduire notre problématique et qu'on ne lui a pas fait vraiment voir toute la périphérie et toutes les bornes de cette problématique, bah, l'IA, elle va être uniquement conscrite, enfin circonscrite à ce qu'on lui a appris, en fait. Donc, pour répondre à la question, oui, il y a certainement une asymptote en termes de nombre d'images vs la performance. Pour l'instant, je pense qu'on n'en est pas très loin, mais on va continuer à augmenter le nombre. Et l'idée, c'est pas le nombre, c'est vraiment de faire travailler des contextes différents. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Non, alors moi j'en ai une autre, mais c'est vraiment parce que je suis complètement néophyte. Donc j'ai entendu plusieurs noms d'algorithmes. Là, donc vous avez parlé de YOLO, Fabrice en a parlé aussi. Mais c'est quelque chose Mhm. enfin, c'est quelque chose qu'on peut retrouver de manière libre sur, enfin, Oui. comment ça se matérialise concrètement, où est-ce Mhm. qu'on retrouve ces Oui, outils? bah en fait, jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, en fait, on trouvait beaucoup ça sur la communauté un petit peu des codeurs. On trouvait ça sur les GitHub, hein. Les gens mettaient leur environnement, leur code développé, parce que c'est une communauté qui est quand même beaucoup dans le partage et dans l'interaction. Et puis, alors, en tout cas, sur ce type d'algorithme, là, depuis 2 ans, ça s'est vraiment structuré avec quelque chose qui s'appelle Ultralytics. Et en fait, ils font un espèce de packaging de toutes les librairies associées à leur dernière version, enfin, en tout cas à partir de la version V8 de YOLO. Et là, il suffit juste d'aller sur le site, de télécharger le squelette du modèle. Et puis après, soit on a une base de données pour faire l'entraînement et on travaille un petit peu ce qu'on appelle from scratch, soit on peut même aller télécharger des poids ou des bases de données Internet pour avoir les premiers entraînements et les premiers poids. Donc maintenant, c'est quelque chose d'extrêmement accessible, c'est open source, c'est gratuit. Il suffit d'avoir un environnement Python, d'installer ça et puis de faire tourner. Après, en particulier dans le traitement d'image, ça demande quand même quelques ressources, et au minima d'avoir une carte graphique, quoi. Parce que sinon, on va pas réussir à faire converger des gros entraînements.
Moi, j'ai pas eu l'occasion de le dire, mais sur ma présentation, vous verrez, à chaque fois, il y a des liens vers des D'accord. guides où on a déposé Ouais, nos réseaux, hein. C'est l'idée, quoi, en fait, hein. L'idée, c'est de toujours ouais, de ouais. partager l'effort d'entraînement étant tellement important, notamment pour YOLO, c'est de pouvoir partager l'outil une fois qu'il a été entraîné. Donc, les réseaux entraînés, nous, on Mhm. les a mis sur des guides, ouais. Donc alors moi, j'ai pas, ouais. Framatome m'autorise pas à faire ça, donc nous, on garde les bases de données et les points d'entraînement en interne, mais en général, en tout cas sur les développements d'architecture, ouais, c'est l'idée de la communauté, quoi, hein, c'est de mettre à disposition. Et après, moi, j'avais une question, enfin un commentaire sur, parce que vu où est placé ce besoin d'analyse là, pour l'échantillonnage et vu la production que vous avez, c'est-à-dire qui s'étale sur un temps très long, enfin, je veux dire, les besoins en zirconium, ils sont très spécifiques pour le nucléaire. Euh, il y a un vrai intérêt à prendre le temps d'investir là-dedans, puisque votre production, elle va durer encore, voilà, probablement des dizaines d'années enfin, euh, sur des mêmes bases, quoi. Enfin, voilà, on n'est pas Et sur du traitement de déchets où tout évolue tout le temps. Là, on est vraiment sur une production qui est très très stable. Enfin, c'est l'idée que j'en ai, hein. ouais, oui, une production qui est stable en termes de flux, mais effectivement, d'avoir quelque chose de très robuste, ça peut permettre aussi à cet échantillonnage, alors même si l'activité en tant que telle, elle est stable et pérenne, il y a quand même des procédés en amont, procédés qui peuvent être dépendants, je sais pas, de matières premières, de conditions opératoires, et on peut avoir éventuellement voilà, des variations, d'où l'idée de continuer à travailler, à augmenter la base de données pour être de plus en plus robuste vis-à-vis des diversités des conditions d'entrée. Mais oui, effectivement, c'est quelque chose où on a le temps de travailler. On a le temps d'aller sur site, de faire des bases de données, de vérifier expérimentalement l'adéquation, de se poser des questions sur l'implémentation, et puis aussi sur le futur, quoi. Qu'est-ce qu'on veut comme niveau de qualité, ce qu'on peut aller voir dans les RX, l'infrarouge, les ultraviolets, enfin, comment on pourrait encore augmenter le niveau de qualité.